Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. À la une de l'actualité, plus de 800 participants venus d'Afrique et du monde entier prennent part depuis hier à Cotonou à la 5e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA. Bonne nouvelle pour les habitants de Roulacom. Les nids de poules qui existaient autrefois sur la voie de cette localité ne sont plus d'actualité. Vous aurez les détails dans un instant. Puis en interactualité, la CEDEAO condamne l'ingérence étrangère et les attaques perpétrées contre les soldats maliens. Voilà l'essentiel en titre. À nouveau, bonsoir Madame, Monsieur. Deuxième journée du Forum international de la démocratie participative en Afrique, FIDEPA, 5e édition. Cet événement qui constitue une opportunité de partage des expériences, de formuler des recommandations et de consolider les processus démocratiques pour un développement durable et inclusif sur le continent africain. Eden TV a recueilli pour vous les avis de quelques participants. Écoutez-les. Nous sommes à un forum international sur la démocratie participative. Et c'est un forum qui regroupe beaucoup de pays et beaucoup de collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, à part l'État central, lorsque nous allons parler des territoires, il faut faire allusion aux collectivités locales, donc les communes, les régions et autres. Aujourd'hui, l'État a voulu décentraliser pour que la gestion soit vraiment à la base. Et quand on parle de la gestion à la base, il faut parler aussi de la participation citoyenne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On pense qu'après les élections, après avoir choisi nos mandats, c'est terminé. Les populations aussi ont un rôle à jouer. Et c'est pourquoi on parle souvent de démocratie participative, de citoyenneté, parce que chacun doit se considérer comme si il est à part entière un membre de la gestion. Aujourd'hui, nous sommes ici pour échanger les expériences, ce qui se fait ailleurs, de meilleur, que nous puissions partager cela avec les autres, afin que nous puissions aussi l'appliquer, l'implémenter dans nos différentes collectivités territoriales, afin que le citoyen puisse se considérer aussi un membre de la gestion et de cette gestion participative. C'est la première fois que je participe au FIDEPA et je suis sincèrement impressionnée par l'engagement de tous les acteurs présents. C'est un honneur aussi pour nous d'être présents et participer à cette conférence et de soutenir aussi la démocratie participative en Afrique. Nous avons aussi des projets implantés dans tout le continent, donc c'est pour cette raison que nous participons. Je pense qu'une première retombée directe peut être la motivation. Le fait de voir que nous sommes tous ensemble à lutter et défendre la démocratie participative peut donner une grande impulsion pour que chacun dans son pays fasse des efforts pour impliquer davantage les citoyens et la société civile. Pour moi, c'est encore une grande rencontre parce qu'aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont énormes. Je pense que c'est l'occasion pour nous de pouvoir s'asseoir et discuter de ces nouvelles donnes, de cette crise qui crée aujourd'hui cette manière de réfléchir autrement. Donc je pense qu'aujourd'hui, un forum de plus qui permettra de pouvoir discuter des différents enjeux de démocratie, parce que c'est aujourd'hui un thème à revoir, la démocratie, sous quelle forme aujourd'hui, avec des crises dans la sous-région, des crises qui sont engendrées par d'autres crises. On peut parler peut-être d'une crise géopolitique, mais aujourd'hui il est clair qu'en Afrique, la démocratie est à repenser. Donc c'est l'occasion déjà de ramener justement les discussions au niveau des collectivités locales, parce qu'il faut déjà commencer à voir comment gérer les collectivités locales et en termes de bonne gouvernance, et penser à asseoir aujourd'hui une nouvelle manière de pouvoir refaire la démocratie. Donc pour moi, je me dis, cette rencontre a vraiment lieu d'être et j'espère qu'elle sera fructueuse. Les éléments de la police républicaine ont saisi plus d'une tonne de faux médicaments dans un domicile au quartier à Ouansouri-Agata, à Cotonou. Ils ont procédé à l'interpellation de la présumée trafiquante des faux médicaments. Arrêtée, elle répondra de ses actes devant la justice.
Et je vous l'annonçais en titre, les gros nids de poules qui s'observaient sur les voies de Roula-Commun n'y sont plus. Les voies sont enfin réfectionnées. Les usagers poussent un ouf de soulagement car avec les pluies incessantes observées dernièrement, les routes étaient presque impraticables et de nombreux accidents s'observaient. Mais maintenant, c'est la fin du calvaire. Arthur Rindeau. Au rythme des travaux tous azimuts, en cours actuellement dans le pays, il est incontestable que le Bénin de talent mise notamment sur le développement de la route pour atteindre ses objectifs de développement. Les différentes villes du pays présentent peu à peu un nouveau visage grâce à la mise en œuvre notamment du projet d'asphaltage, un chantier phare de l'exécutif béninois. Nous sommes à Kpakpa-Roula-Commun. Ici, plusieurs voies sont déjà ouvertes après plusieurs mois de travaux. La joie des populations est grande. Mais ce qui est déjà fait, c'est du bon travail, ça, il n'y a même pas à dire, il faut apprécier. Et puis il faut savoir aussi que comme c'est en travaux, on a le droit d'être pas. Il faut que les gens soient patients. Les choses sont en train de se faire petit à petit. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et bon, lorsqu'on regarde dans les films aussi, bon, ça ressemble un peu à l'Europe. Lorsque tu passes par des voies, bon, avant c'était pas comme ça, maintenant c'est amélioré, c'est bon. Je trouve ça très bien parce que je vois que ça facilite la circulation et ça évite les accidents. Auparavant, il y a de cela quelques années, les routes n'étaient pas comme ça. Donc je vois que c'est un bon projet. Moi, je trouve ça beau, très bien. Je vois que le président fait de son mieux pour améliorer notre pays. La population, tout en félicitant le gouvernement, expose quelques doléances. Je le remercie, car ce qu'il a fait est très bien pour nous et pour la population. Il y a certains vents aussi, si ces vents aussi sont réparés, ce serait une bonne chose. J'encourage le chef de l'État et je l'encourage à continuer son travail. Et les routes qu'il a construites, je trouve ça très bien. C'est dommage que les routes soient un peu abîmées, quoi. Malgré qu'on est en train de faire du bon travail, malgré qu'on est en train de faire le canal aussi pour l'évacuation des eaux usées, pour éviter les inondations, mais ce serait bien que, comme on est en saison sèche, qu'on puisse, même si on ne goudronne pas, mais qu'on puisse au moins racler. Si on avait juste envoyé un truc pour racler, juste pour planifier juste la route, franchement, ça aurait été bien. Le chef de l'État doit continuer son œuvre. Il faut lui laisser le temps. Hein. Tous les pays ne se sont pas faits en un seul jour. Hein. Et surtout que quand on a un mandat, le temps de refaire l'inventaire, etc., puis de lancer les nouveaux travaux, donc que le peuple soit patient. Comme ici, à Roula-Commun, plusieurs autres voies de Cotonou vont bientôt être opérationnelles, ce qui matérialise à suffisance la volonté affichée de Patrice Talon depuis son avènement à la tête du pays, de changer le visage du Bénin par la construction des infrastructures routières. Merci à vous, Arthur Rindeau, pour ces belles images. Hors du Bénin, en une semaine seulement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a publié 2 communiqués, l'un relatif au Mali et l'autre au Nigeria. La CEDEAO a condamné dans un premier temps l'ingérence étrangère et l'attaque perpétrée contre les soldats maliens. La CEDEAO a également exprimé son soutien aux manifestations au Niger. Le reportage. Mais il y a des signes qui ne trompent pas et qui méritent de s'y arrêter. Fait marquant cette semaine, vous l'avez dit, effectivement, la CEDEAO vient communiquer, a donc condamné fermement l'attentat qui s'est déroulé au Mali à la fin du mois de juillet, condamné fermement également l'ingérence étrangère, sous-entendu la complicité présumée de l'Ukraine. Donc c'est une condamnation ferme qui vise à bien signifier que la CEDEAO, cette fois, se tient aux côtés de Bamako. Et ça, c'est nouveau, puisqu'il faut se souvenir que lorsqu'il y a eu les condamnations occidentales après les coups d'État militaires au Mali, eh bien, elle avait appuyé ces condamnations et elle avait pris des sanctions. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, cette semaine également, elle s'est intéressée, la CEDEAO, aux manifestations et comment ne pas s'y intéresser, qui se déroulent actuellement au Nigeria. Et là encore, le président de la Commission
communication de la CEDEAO s'est fendue d'un communiqué. Alors, c'est vrai que c'est une intervention de la CEDEAO qui est intervenue un peu tardivement, quelques jours après le début de ces manifestations qui ont fait quand même une dizaine de morts au moins. Mais c'est vrai que la CEDEAO a réagi au lendemain de la prise de parole, l'allocution publique du président nigérian Bola Tinubu pour demander aux manifestants de stopper le mouvement. Et le président de la commission de la CEDEAO a certes abondé un peu dans le sens du président nigérian en demandant effectivement aux manifestants de répondre à son appel, mais a également déplorer la perte de vies humaines et surtout rappeler le droit de manifester au Nigeria. Et ça, c'est un temps fort puisque il faut quand même rappeler que le président Bola Tinubu est actuellement le président en exercice de la CEDEAO. Regardez un extrait du communiqué. Quant aux manifestations en cours et leurs corollaires, la Commission a clairement signifié qu'elle reconnaît le droit des citoyens à manifester pacifiquement, tel que garanti par le protocole additionnel de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et consacré par la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigeria, telle qu'amendée. Alors, il s'agit d'une réaction, vous voyez bien, équilibrée de la commission de l'institution qui vise sans aucun doute à rappeler au président Bola Tinubu ses devoirs, mais c'est aussi l'expression finalement que l'attitude des chefs d'État agace de plus en plus au sein même des différentes instances de la CEDEAO. Et puis en France, le déficit du commerce extérieur a connu une réduction notable au cours des 6 premiers mois de l'année 2024. Le reportage. La Banque de France annonce une réduction de moitié du déficit du commerce extérieur français, contrairement au premier semestre de l'année 2023. Quand la France a perdu son 15 milliards, elle n'a perdu que 62 milliards sur les 6 premiers mois de l'année 2024. Encore cette baisse est-elle due à la réduction de la facture énergétique qui baisse de 30% sur un an à 60 milliards d'euros, mais également au secteur touristique qui engrange les bénéfices. La France n'en reste pas moins dans une situation précaire pour respecter les critères de Maastricht, à savoir 3% de déficit pour le budget annuel des finances publiques et 60% pour la dette par rapport au PIB dans le viseur de la Commission européenne. Le gouvernement français, pour se refaire, écoule donc les bijoux de famille, à savoir les entreprises dites sensibles. 135 sont rachetés pour l'année 2024 par des capitaux étrangers dans les secteurs de la défense, du transport, de la santé ou le spatial. Et toujours en interactualité, la Tunisie fait face aux changements, aux impacts des changements climatiques. Une crise qui ne fait qu'exacerber des tensions sociales. Reportage. C'est une pénurie d'eau sans précédent à laquelle doivent faire face plusieurs régions tunisiennes. Après 6 années de sécheresse, l'accès à l'eau au cœur d'une crise majeure cristallise les tensions sociales et met en lumière la vulnérabilité du pays face au changement climatique. Tous les aspects du quotidien sont concernés. L'agriculture, l'industrie, l'usage domestique, personne ne semble être épargné. Une situation alarmante qui s'inscrit dans un contexte bien plus large de stress hydrique et qui touche non seulement la Tunisie, l'un des pays de la Méditerranée les moins pourvus en ressources hydrauliques, mais aussi l'ensemble du Maghreb où les ressources en eau posent un défi majeur pour les populations et les économies régionales. Pour Karim Daoud, agriculteur, vétérinaire et membre du syndicat des agriculteurs de Tunisie, les facteurs de cette crise ne sont pas seulement naturels. L'entretien des réseaux hydriques doit être accompagné de nouvelles politiques agricoles responsables. Écoutez-le. Quelques années qu'on parle de cette crise qui va venir. Aujourd'hui, je pense qu'on est devant le mur. Alors je pense que d'un côté, pendant toute la dernière décennie, ou même un peu plus, on n'a pas pris en considération cette gestion de l'eau, cette économie d'eau, parce que c'est lié aussi à un modèle d'agriculture et à un modèle de consommation des populations. Et le modèle agricole que nous développons en Tunisie est un modèle qui demande de l'eau, qui est un modèle plus ou moins intensif, et donc on n'est pas en adéquation avec les réserves réelles que nous avons. Donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement
qu'est l'agriculture en fonction de ce que l'on a en ressources naturelles, que ce soit eau ou sol. Donc ça c'est important et donc je pense que les politiques n'ont pas assez réfléchi à cette question, en tout cas n'ont pas pris les mesures nécessaires. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, il est bien évident que nous avons des problèmes d'entretien du circuit de l'eau en Tunisie. Il y a beaucoup de pertes qui sont très importantes. Les barrages doivent être entretenus, tout le circuit de distribution doit être entretenu. Alors je comprends que ces dernières années, ça a certainement été très difficile, mais enfin depuis pratiquement 15 ans ou 20 ans, on n'a pas réellement pris en charge l'entretien du réseau hydrique en Tunisie. Malgré 1400 km de littoral et 16 usines de dessalement de l'eau, de mer fonctionnelles ou en construction, les ressources souterraines s'épuisent jour après jour avec des barrages aux 2/3 vides, faute de pluie suffisante, alors que 598 plaintes concernant l'accès à l'eau ont été enregistrées juste pour le mois de juillet. Plusieurs villes et régions sont toujours touchées, avec à leur tête la région de Sousse qui se classe en tête de la carte de sécheresse, selon le dernier rapport de l'Observatoire tunisien de l'eau. Une situation qui inquiète les Tunisiens qui n'ont pas hésité à manifester dans certaines villes du pays pour protester contre les coupures d'eau et pour l'accès à l'eau dans certaines régions agricoles, notamment la région de Gafsa dans le sud du pays s'est distinguée, elle, comme l'épicentre de ces manifestations, suivie de près par Mednin, Jadouba, Redouel ou encore Nabel. Le gouvernement a émis en mars dernier une circulaire appelant à l'élaboration d'un plan d'économie, de gestion de l'eau pour faire face à la pénurie croissante de l'eau sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, ce sera sur ce reportage de nos confrères de RT France que nous allons refermer cette édition du journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Eden TV.